L'histoire commence alors que nous voyons des filles qui arrivent, et on leur charge des fûts de bière sur le dos et elles partent vendre. C'est un jour particulièrement bon. Il y a beaucoup de monde et il fait chaud, donc la bière se vend comme des petits pains. Parmi les filles, on voit une nommée Ruriko qui sort avec énergie pour vendre de la bière. Ensuite, on voit Murata, un employé de bureau tout terne, esclave de son sale boulot. Mais il a un endroit où il peut se détendre. Enfin, ça aurait été mieux. Il va au stade de baseball, mais il ne se mêle pas aux supporters. Ce n'est pas le genre à aller dans les tribunes animées ni un fan expert qui analyse les joueurs. Il vient juste s'écraser là, tout seul, un peu plus asocial et il se serait enfermé dans les toilettes. C'est alors que Ruriko interrompt son monologue pour lui proposer une bière. Il lui en achète une, car il semble incapable de dire non. Ruriko la lui sert, mais ce qu'il reçoit ressemble plus à un milkshake qu'à de la bière. Il lui dit qu'il ne faut pas exagérer, que ça ne ressemble même pas à de la bière. Elle lui répond que la mousse contient plus d'alcool et qu'elle lui rend service. Il ne peut rien répondre face à cette logique et l'achète. Ruriko éclate de rire en voyant qu'il a cédé et lui dit que ce n'était qu'une blague. Elle lui en sert une autre tout en commentant qu'il ne doit pas avoir beaucoup de succès avec les filles, ce qui est un peu embarrassant car c'est vrai. Murata se prépare à continuer à regarder le match, mais remarque que la fille s'est assise à côté de lui. Il lui demande ce qu'elle fait là. Elle répond qu'elle se repose, car porter tout ça n'est pas facile. Elle a un fût de plus de 20 kg sur le dos, en plus de l'argent, des bonbons, de la monnaie et des gobelets. Elle monte les escaliers tout en faisant 1000 choses. Et pourtant, les plus expérimentés peuvent vendre plus de 300 verres de bière par jour. Elle pensait qu'elle allait se remplir les poches, mais maintenant elle voit que c'est plus dur que ça en a l'air. Murata mentionne que si être jolie ne suffit pas, alors oui, ce doit être difficile. Ruriko remarque qu'il vient de l'appeler jolie, indirectement, et se rend compte quel est son type. Murata dit qu'il ne pensait pas à ça. Puis le batteur frappe la balle et réalise une super action qui enthousiasme Murata. Ruriko remarque son enthousiasme et lui demande pourquoi il ne se joint pas aux supporters. Il dit que c'est prétentieux pour un simple employé de bureau comme lui de penser qu'il peut encourager les joueurs. Eh bien, je ne savais pas qu'il fallait un doctorat pour encourager quelqu'un. Mais Murata trouve étrange que des inconnus encouragent les joueurs. Ruriko est d'accord avec moi, c'est une opinion ridicule, et pour le prouver, elle lui murmure une chanson de supporter à l'oreille et reconnaît l'effort qu'il met dans son travail. Murata en frissonne et reconnaît que ça fait du bien d'être encouragé, même par une inconnue. Après avoir prouvé son point, Ruriko se lève pour continuer à travailler, mais Murata l'arrête et lui demande une autre bière, montrant qu'il peut aussi soutenir une inconnue. Ruriko lui sert sa bière et lui dit que ça sonne comme une déclaration romantique, puis lui demande s'il est tombé amoureux d'elle. Murata pense qu'il n'aurait peut-être pas dû dire ça. Ruriko lui montre son badge pour qu'il se rappelle de son nom, puis s'en va. En arrivant aux escaliers, elle peut enfin respirer. Elle a suivi le conseil des anciennes et s'est montrée plus directe, mais elle n'a pas pu s'empêcher de ressentir des petits trucs. Elle reconnaît ses progrès et pense à fêter ça le soir avec une bière, mais se rend compte qu'elle peut le faire maintenant. Elle réfléchit à comment faire sans se faire virer, et en rêvassant, elle ne remarque pas qu'une fille essaie de lui acheter une bière. Quelques jours plus tard, Murata retourne au stade. Cette fois, il a apporté un bon bento pour accompagner le match. Il n'a rien mangé pour faire de la place. Il s'apprête à mordre dedans quand Ruriko arrive et lui demande s'il comptait manger sans bière, que seuls les idiots font ça. Sans lui demander, elle lui sert un verre et lui fait payer. Murata remarque qu'elle a amélioré sa technique de vente et l'achète sans broncher. Il trouve qu'elle a meilleur goût que la dernière fois, probablement parce qu'il a de quoi l'accompagner. Ruriko lui dit que c'est aussi à cause de sa manière de verser la bière, que ça a son importance. Il faut laisser une couche de mousse proportionnelle au liquide. Ensuite, elle lui dit au revoir et retourne bosser. Murata est un peu triste, elle ne s'est pas assise cette fois. Il se rappelle qu'il est moche et raté, et que ce qui s'est passé la première fois n'était que de la chance. Le match devient intéressant car un vétéran très bon va frapper, avec un WRC de plus de 120. Murata est captivé mais se rend compte que sa bière est finie. Il cherche Ruriko mais a peur qu'elle se moque de lui et dise encore qu'il est amoureux. Il tente d'en acheter à une autre vendeuse, mais Ruriko apparaît et lui dit qu'elle est là pour lui. Elle a compris qu'il la cherchait. Murata tente de nier, sans succès. Ruriko lui donne sa bière et lui demande s'il comptait la tromper avec une autre vendeuse. Elle dit qu'il ne peut pas faire ça, car les vendeuses dépendent de leurs clients réguliers. Murata envisage de jouer les difficiles, mais il manque de courage. Il regarde l'autre vendeuse, plus douce. Ruriko le remarque et lui demande s'il préfère les filles plus délicates. Murata dit qu'elle se trompe. Ruriko lui demande alors s'il les préfère avec une queue de cheval en lui montrant comment ça lui va. Il devient tout nerveux, essaie de nier, mais elle continue de le taquiner en disant qu'elle va le faire tomber amoureux. Pour qu'elle se taise, Murata accepte d'être son client régulier et de n'acheter qu'à elle. Ruriko obtient ce qu'elle voulait et retourne travailler. Murata goûte la bière et se rend compte qu'elle est bonne même sans nourriture. Il se souvient de ce qu'elle lui a dit sur la façon de servir et reconnaît qu'elle maîtrise l'art. En montant les escaliers, Ruriko est ravi d'avoir son premier client fidèle.
Elle vérifie encore une fois à quel point la queue de cheval lui va bien et envisage de continuer à se coiffer ainsi. Nous voyons ensuite l'autre face du stade, la sécurité. Là travaille un vieux monsieur du nom de Ryuashi, qui est là depuis 30 ans. Il est sympa. Il garde l'entrée et vérifie que seul le personnel autorisé entre. Il connaît les joueurs, les supporters, même Ruriko. Il repère tout le monde et vire les intrus. Adorable. Son tour se termine, il va se reposer et former le nouveau. Mais le nouveau est un jeune arrogant qui a pris le poste pour avoir des autographes. Il pense que seuls les ratés restent longtemps dans ce boulot. Son collègue lui demande de baisser d'un ton, car Iga est là, il travaille ici depuis toujours. Le tour commence, ils reçoivent leurs affectations. Ce gars est assigné avec Iga. Il mange des bonbons, et son collègue lui dit que ce n'est pas permis. Il répond que c'est pour ne pas faire d'hypoglycémie. Ruriko vend quand une fillette l'appelle. Elle s'appelle Miku, a 4 ans, et a perdu ses parents. Elle fond en larmes. Ruriko la prend et l'emmène au plus vite à Iga. Après tout, elle est payée à la commission. Iga signale l'enfant perdu. Le jeune se met à dire que les parents sont irresponsables de l'avoir amené là. Ruriko le réprimande sévèrement, disant que ses paroles peuvent traumatiser l'enfant. La fillette pleure encore plus en les voyant se disputer. Ruriko la rassure, explique qu'elle la défendait, et lui montre que son nom est annoncé au micro. Iga donne un bonbon à Takimoto et lui dit de le donner à l'enfant. Il rechigne, mais Iga insiste. Il donne le bonbon, elle le mange et se calme. Iga lui dit que ses parents arrivent et qu'elle pourra toujours chercher l'homme au bonbon si besoin, bien que ça puisse être mal interprété. Takimoto a alors un flashback. Enfant, il s'est perdu dans le stade. Iga, plus jeune, l'a trouvé, lui a demandé son nom et âge, a passé l'annonce et lui a donné un bonbon. Il lui a dit que s'il se perdait à nouveau, il pourrait le chercher. Voilà le contexte. De retour au présent, les parents arrivent, remercient l'équipe. Miku leur dit qu'ils devraient jouer ensemble plus tard. Ruriko se dit qu'il vaut mieux qu'elle croie que tout cela n'était qu'un jeu et la salue militairement. Takimoto limite. Dans la salle de repos, il se change. Takimoto s'excuse auprès d'Iga, disant qu'il ne prenait pas son travail au sérieux. Il raconte s'être perdu enfant, avoir eu peur, et qu'Iga l'avait aidé. Grâce à lui, il aime encore le baseball. Iga est heureux de savoir qu'il n'a pas été traumatisé. Pendant ce temps, leur collègue et Ruriko écoutent derrière la porte, très émus. Ils réalisent que Takimoto n'est pas si idiot. Ruriko ne peut retenir ses larmes de crocodile. Dans le métro, on rencontre une femme nommée Yuki, et elle est furieuse, voire pire. Plus la station approche, plus le wagon se remplit de gens qu'elle déteste, des supporters de baseball avec leurs casquettes, leurs uniformes ornés de slogans, et leurs pancartes pour encourager leur équipe. Ils chantonnent même les chansons qu'ils vont hurler au stade. Mais qui ils croient être, ces idiots, pense-t-elle. S'ils doivent faire quelque chose d'aussi agaçant, qu'ils évitent au moins les transports publics. Elle remarque même une jolie fille en face d'elle qui lit la section sport du journal, vérifiant les statistiques des joueurs. En résumé, Yuki ne supporte pas les fans de baseball. Pourtant, elle se dirige elle-même au stade pour assister au match, comme tous ces gens. En arrivant, elle révèle qu'elle porte le maillot du joueur Kojiro. Mais ce qui l'énerve encore plus, c'est de voir plein de jolies filles encourager des joueurs plus jeunes et plus attirants que Kojiro. Ça lui tape sur les nerfs. Elle aperçoit une vendeuse de bière et décide d'en acheter une pour se rafraîchir la gorge. Surprise, c'est la même fille qu'elle a vue dans le métro, Ruriko. Cette dernière s'approche et remarque le maillot de Kojiro. Yuki, nerveuse, lui demande si elle aime ce joueur. Ruriko répond que c'est rare de voir une jeune femme porter un maillot comme celui-là, un peu comme voir une étoile filante. Yuki est de nouveau frustrée en entendant que Kojiro n'attire pas les filles les plus jolies. La raison pour laquelle Yuki est si obsédée par Kojiro, au point d'aller voir un de ses matchs malgré sa haine du baseball, c'est qu'il est son mari. Arrive le tour de Kojiro au bâton, avec 2 retraits et 2 joueurs sur les bases, un moment parfait pour briller et montrer qu'il a encore du talent. Mais Yuki entend 2 vieux derrière elle critiquer son mari. Ils disent qu'il ne vaut rien, qu'il ne pourrait même pas frapper une balle de plage, et qu'il devrait prendre sa retraite pour laisser la place à des jeunes plus compétents. Furieuse, Yuki finit sa bière d'un trait et se retourne pour les faire taire. Elle leur lance que s'ils soutenaient vraiment l'équipe, ils encourageraient tous les joueurs. Comme ils ne semblent pas comprendre, elle interpelle Ruriko, qui passe par là avec ses bières, pour demander son avis. Ruriko, un peu perdu d'être mêlé à cette dispute, répond que Kojiro a un bon WRC. Personne ne sait ce que ça signifie, alors elle explique simplement qu'il est un bon joueur. À ce moment-là, Kojiro frappe un home run, marquant 3 points. Yuki s'excuse auprès de Ruriko de l'avoir impliqué et lui achète une bière en guise de pardon. Les vieux en prennent une aussi. Ruriko sert tout le monde, amusée, en pensant qu'elle a entendu parler du WRC grâce à Murata, sans vraiment savoir ce que c'est. En quittant le stade, Yuki appelle son mari pour le féliciter et mentionne même le WRC pour lui faire croire qu'elle suit sa carrière. Quel naïf! Avant, Yuki allait au match en tant que membre de la famille et avait accès à la loge VIP, mais elle se sentait mal à l'aise si Kojiro ne jouait pas. Alors, elle a décidé d'essayer les gradins normaux pour voir ce que ça donnait. Et franchement, elle n'a pas détesté. Après le match,
Ruriko continue de lire le journal sportif, espérant en apprendre plus sur le baseball. Un collègue, Koinatezumi, qu'on appellera Koinata, parce que son nom complet est trop long, la surprend en train d'essayer de s'y mettre. Il lui demande si elle a trouvé quelque chose d'intéressant. Ruriko réfléchit et lui montre une bande dessinée dans le journal. L'histoire montre deux chats, l'un explique à l'autre comment marquer 100 points en 3 manches. Étape 1, frapper un home run à la première manche. Étape 2, laisser les adversaires éliminer tout le monde dans les deuxième et troisième manches. Résultat, le score affiche 100 en 3 manches. Pas le meilleur gag du monde, mais Ruriko et Koinata éclatent de rire. Koinata réalise que la seule chose que Ruriko comprend du journal, ce sont les BD. Un autre jour, les vendeuses se préparent pour aller travailler. Sarah, une lycéenne qui bosse depuis 1 an, demande à ses collègues comment elle gère les clients qui flirtent et demandent leur numéro. Kokoro, qui travaille là depuis 4 ans, explique qu'elle change de sujet. Aona, qui a le même ancienneté, conseille de donner son compte Instagram pour gagner des abonnés. Mais la plus expérimentée, Koinata, qui est là depuis 10 ans, dit que le mieux est non seulement d'avoir des abonnés, mais de publier régulièrement pour avoir des sujets de conversation avec les clients réguliers. Ça permet de mieux les charmer. Ruriko écoute et réalise que personne ne flirte avec elle. Pire, Aona vient de commencer à sortir avec un comptable, et Ruriko se sent seule comme jamais. Pour enfoncer le clou, les filles lui demandent si on ne lui demande jamais son numéro. Blessée dans son ego, elle invente qu'un garçon, en pensant à Murata, l'a invitée à sortir. Elle lui conseille d'utiliser la technique d'Instagram et lui demande de partager son compte pour la suivre. Ruriko acquiesce, mais une fois seule, elle tente de créer un compte Instagram. Problème, elle n'y connaît rien aux réseaux sociaux. Pendant la réunion du personnel, elle continue d'essayer, mais Koinata, qui donne des consignes, remarque qu'elle n'écoute pas. Il avertit tout le monde qu'un trio de clients embête régulièrement les vendeuses et rappelle de ne jamais donner d'informations personnelles, de garder les interactions brèves et neutres, servir les bières, encaisser, point. Ruriko range vite son téléphone et marmonne qu'elle a compris, mais elle n'arrive toujours pas à créer son compte. Le match commence, et le trio de perturbateurs arrive, excité à l'idée de parler à une femme. Ils sont les idiots, et Ruriko les repère immédiatement. Il l'appelle pour acheter des bières. Elle donne le prix, sert, et suit les conseils de Koinata à la lettre. Mais l'un d'eux commence à la filmer avec son téléphone, un autre tente de la draguer en demandant son numéro. Ruriko répond qu'elle n'a pas le droit de le donner. Ils insistent, demandant où elle habite. Elle reste vague, en ville. Il pose des questions de plus en plus absurdes. A-t-elle des frères, un copain, une famille? Elle finit par lâcher qu'elle a un grand-père nommé Hidaki, 65 ans, pensant que ça n'a pas d'importance. Les trois s'excitent comme s'ils avaient trouvé un trésor. Ils demandent son Instagram, et Ruriko, exaspéré de ne pas savoir utiliser cette fichue appli, leur propose un deal. S'il lui explique comment créer un compte, ils seront ses premiers abonnés. Les types, ravis, accepte et lui explique qu'elle doit d'abord télécharger l'application et entrer ses infos. Mais Ruriko ne sait même pas ce qu'est une appli, alors ils doivent tout lui détailler. Finalement, il poste une vidéo de son agacement sur les réseaux, qui devient virale. Mais Ruriko a désormais un compte Instagram et s'amuse à l'utiliser. Une autre fille, Natsuno, est venue un jour au stade avec un ami et a été fascinée par les vendeuses de bière. Pour elle, elles étaient comme des idoles, mais au lieu de chanter ou danser, elles apportaient des bières fraîches directement à votre siège, avec leurs jolies casquettes et leurs mini-jupes sexy. Elle est tombée amoureuse de ce boulot. Naturellement, en grandissant, elle a postulé pour travailler au stade, mais il y a eu un hic. Elle s'est retrouvée à bosser dans la boutique du stade, là où on vend des repas et du poulet frit. Le patron a mal compris quel poste elle voulait, et comme elle ne sait pas dire non, elle a accepté. Natsuno voit Ruriko passer devant elle avec son uniforme stylé, et elle ressent une vraie jalousie. Au lieu d'une casquette cool, elle porte un foulard. Au lieu de montrer ses jambes en mini-jupe, elle est coincée derrière un comptoir en pantalon. C'est dommage, car Natsuno trouve qu'elle a de superbes jambes, gâchées derrière ce comptoir. Mais elle reste toujours souriante et serviable avec les clients. Elle a passé 2 ans comme ça, sans que personne ne voie ses jolies jambes. Une vraie tragédie. Un jour, le gérant la remarque un peu abattue et lui demande si tout va bien. Elle assure que oui, car elle ne sait pas exprimer son mécontentement. Pensant comprendre, il lui propose une augmentation, ce qui est terrible pour elle. Ceux qui ont eu un boulot pénible savent que ce genre de geste vous enchaîne encore plus. Le gérant croit récompenser son travail, mais Natsuno sait qu'il creuse sa tombe. Murata passe acheter à manger. Elle le sert comme si de rien n'était, mais il remarque que quelque chose cloche et lui demande si ça va. Natsuno se demande ce qu'il a voulu dire. Murata pense qu'il a été trop loin et s'en va, mais pas sans dire qu'il aime la nourriture de la boutique. Natsuno ne le voit pas comme un prince charmant venu la sauver. Le gérant, voyant qu'elle semble toujours étrange, lui demande à nouveau si tout va bien. Elle explique qu'elle est juste fatiguée après une grosse journée. Mais il pense qu'il y a autre chose et la promeut chef d'équipe, enfonçant un clou de plus dans son cercueil. En fermant, elle voit les vendeuses de bière, heureuses et fraîches,
exhibant leurs jolies jambes, et rêve d'être comme elle. Mais une petite fille, Miku, passe et la remercie pour le bon repas qu'elle lui a vendu. Ça lui fait réaliser que son travail a aussi du charme, et elle décide de s'investir encore plus et d'en profiter. Bonne nouvelle, car le gérant lui propose un contrat permanent. Quelle journée productive! Denny Young, un joueur américain de 27 ans qui joue désormais au Japon. Il écrit une lettre à ses parents, même si en réalité, il ne l'écrit pas, il la pense simplement, comme s'il la leur envoyait par télépathie. Il leur dit que tout est très humide au Japon et que les pizzas y sont petites, ce qui ne lui plaît pas. Il préfère un climat sec et des pizzas bien grandes. Il a donc l'impression de ne pas être à sa place ici et veut retourner jouer à Chicago, où il était connu et apprécié. L'interprète de l'équipe arrive et lui dit que c'est son tour de jouer. En chemin, il lui fait remarquer que c'est bien de se concentrer sur ses statistiques personnelles, mais qu'il devrait jouer davantage pour l'équipe. Mais comme on l'a vu, Denny ne s'intéresse pas vraiment à une carrière au Japon. C'est son tour de frapper. Pendant ce temps, Ruriko, une vendeuse de bière, sert des bières aux vieux habitués du stade. Ils savent que Denny est un bon joueur, mais qu'il ne se donne pas à fond. Il veut juste impressionner les recruteurs de la Ligue américaine. Donc, même s'il joue pour leur équipe, ils ne le soutiennent pas. Denny reçoit son deuxième strike pendant que Ruriko offre des bonbons aux vieux, leur rappelant que chaque fois qu'il lui achète quelque chose, l'équipe gagne. Soudain, l'un des vieux remarque que Denny les fixe alors avec un regard qui dit clairement « Je vais vous éclater la batte sur la tête ». Les vieux croient qu'il a deviné qu'il parlait mal de lui, mais en réalité, Denny est juste hypnotisé par la jolie vendeuse de bière. Il rate son troisième coup et retourne sur le banc, complètement humilié devant les recruteurs. Il obtient une seconde chance. L'équipe est menée au score, mais un joueur est sur base, donc tout reste possible. Ce joueur en profite pour voler une base au moment où Denny est censé frapper. Les vieux savent que Denny déteste ça parce que ça le déconcentre. Le joueur atteint la base suivante, mais Denny ne s'énerve pas. Il est tout sourire. Il garde les yeux rivés sur Ruriko, qui parle avec des enfants. Elle est trop mignonne. Ce n'est pas le coureur qui le déconcentre, mais la beauté de la vendeuse de bière. Il frappe alors, mais c'est une catastrophe, il se fait éliminer. Deuxième humiliation consécutive. Les vieux commencent à penser qu'il change d'attitude et qu'il se soucie enfin de l'équipe. Mais en réalité, ils ne pensent qu'à la jolie blonde qui le rend tout bête. C'est la dernière manche. Les bases sont pleines. L'équipe est toujours menée. Une seule bonne action suffirait à renverser le match. Par chance, c'est à nouveau à Denny de jouer. Il tente de se concentrer. Il se souvient que les recruteurs américains sont dans les gradins. Il doit briller pour capter leur attention. Mais le lanceur le touche violemment avec la balle. Il peut quand même courir. Il se rue vers la première base comme si la police de l'immigration le poursuivait. Mais à mi-chemin, il voit encore la vendeuse. Et là, c'est foutu. Il trébuche sur ses propres pieds et s'écroule. Par miracle, il tombe directement sur la base. Tout le monde est stupéfait. Non seulement il a amélioré le score, mais ce gars qui n'en avait rien à faire de l'équipe vient de se jeter tête la première pour la faire gagner. Personne ne se doute qu'il a fait ça uniquement parce qu'il fixait la vendeuse de bière. Le stade entier l'acclame. Denny se dit que finalement, le Japon n'est pas si mal. Il décide de rester une saison de plus et remercie la déesse du baseball, la belle vendeuse blonde de bière. L'équipe de Motorsin n'est pas très bonne. En fait, c'est l'une des pires. Mais elle est très appréciée pour sa proximité avec ses fans. Et tout cela grâce à leur mascotte, Sunshiro, une sorte de lézard. Enfin, difficile de dire à quoi il ressemble. Pendant l'échauffement, Kojiro s'entraîne au bâton, mais il perd de la puissance. Frustré, il s'assied sur le banc. Sunshiro vient s'asseoir à côté. Kojiro le salue et lui dit qu'il l'a envoyé parce qu'il est toujours de bonne humeur. Il lui confie qu'il a eu une grande carrière dans le baseball, mais qu'il pense à la retraite. Il ne veut pas finir sur le banc, incapable de frapper. Sunshiro lui écrit dans un carnet qu'il doit améliorer sa posture et lever le coude. Kojiro ne pense pas devoir recevoir de conseils d'une mascotte. Mais il commence à croire qu'il a peut-être raison. Sunshiro insiste, essaie, et va voir un psy, parce que ce n'est pas normal de confier sa vie à une mascotte. Kojiro teste le conseil. Son coup s'améliore. Il se demande alors qui se cache dans le costume. Sunshiro s'éloigne sans rien attendre en retour, comme tout héros masqué. Le match commence. Sunshiro motive la foule. Denny s'approche de lui et parle en anglais, lui disant qu'il est trop gros et qu'il ne pourra pas danser comme ça. Sunshiro lui écrit sur sa tablette qu'il n'est pas gros mais un peu enrobé. Car il s'est goinfré de pizza en apprenant que Denny reste une saison de plus. Denny répond OK, ajoutant qu'il l'emmènera à Chicago pour manger une vraie bonne pizza de taille normale. Il se rend compte que cette mascotte parle anglais. Pendant ce temps, Natsuno se détend dans le hall maintenant qu'il n'y a plus de clients. Elle se demande à haute voix si elle reverra un jour son prince charmant, c'est-à-dire Murata. Elle se rappelle que c'est un client et qu'elle n'a pas le droit de tomber amoureuse de lui. Elle se rend compte que Sunshiro l'écoute. Elle lui dit qu'elle ne faisait que penser à voix haute, comme le font tous les Japonais, et lui demande de ne pas y prêter attention. Sunshiro lui écrit un mot et le laisse sur le bureau. Il dit que l'amour est un sport sans règles, et ces mots touchent la fille.
Natsuno le remercie et reconnaît que la personne dans le costume est un expert en amour. Plus tard, dans un couloir, Ruriko fait une pause. Elle est épuisée et n'a pas beaucoup vendu. Elle pense aussi à ses parents et à un bon bain chaud. Sunshiro surgit et lui dit de se remettre au boulot, on ne la paie pas pour rêvasser. Ruriko dit qu'elle prend juste une petite pause. Sunshiro lui écrit qu'elle doit changer d'attitude ou elle ne vendra rien. Ruriko est choquée. Elle lui demande pourquoi il lui dit ça. Il répond qu'elle n'a pas bonne mine et lui demande si elle mange correctement. Elle lui dit de ne pas se mêler de ses affaires. Il lui répond qu'il peut l'aider si elle veut. Elle lui lance « Ok, maman, lâche-moi ». Puis elle se rend compte qu'elle vient d'appeler une mascotte maman. Une chose est de le dire à son prof, mais à une mascotte? Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Pourtant, cette conversation lui rappelle vraiment sa mère. Sunshiro retourne dans les gradins pour interagir avec le public. Il joue avec les gens. Soudain, une balle sort du stade et fonce droit vers la tête d'une petite fille. Heureusement, Sunshiro l'arrête sans même la voir. Il lui offre ensuite la balle en souvenir, comme pour dire « ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Après le match, Ruriko ne peut s'empêcher d'appeler sa mère pour lui demander si par hasard, elle serait la mascotte du club. Dans le stade, il y a un endroit appelé la base où les filles remplissent leurs barils de bière et prennent de l'eau pour ne pas se déshydrater. Ruriko y court pour un réassort. Elle a bien vendu aujourd'hui. Sa collègue lui demande si elle pense vendre 150 verres. Ruriko dit que c'est impossible. Sa collègue répond qu'avec cet état d'esprit, c'est sûr que non. Natsuno l'encourage à y croire. Mais Ruriko insiste, c'est impossible. Pendant le match, Denny enchaîne les fautes. Sur le banc, Murata observe et analyse ses statistiques. Il dit plein de trucs techniques mais comme on n'y comprend rien, on s'en fiche. Son boss l'appelle et lui dit que le travail pour la semaine prochaine a été avancé de 3 jours. Il lui confie la mission et claque des doigts. Murata est encore sous le choc quand Ruriko l'approche. Elle remarque qu'il a l'air démoralisé et lui dit qu'elle a une formule magique pour lui remonter le moral. Elle veut qu'il la dise avec elle, mais Murata la laisse chanter toute seule, ce qui est super gênant. Elle lui fait une remarque. Murata lui dit qu'il a 30 ans, qu'il n'est pas à une fête d'enfants. Elle lui facture 700 yens pour ce moment. Murata, incapable de dire non, paie. Puis Ruriko lui dit que c'était une blague. Un groupe de gars passe. Une fille dit que les vendeuses de bière sont très jolies et qu'il devrait essayer de parler avec elles. Mais un abruti dit que ce sont juste des vendeuses de caresses et que c'est dégradant. Ruriko l'entend et se vexe. Murata s'énerve et dit que ce qui est dégradant, ce sont ses fesses. Il affirme que vendre des bières ou des caresses, ce sont des métiers honnêtes et qui méritent le respect. Ruriko rougit et lui dit qu'il est passé en mode touche pas à ma meuf. Elle lui demande de répéter. Murata panique et dit que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Elle le remercie et repart vendre. Murata réalise qu'elle l'a encore eu, elle ne lui a même pas vendu de bière. Le match continue. Motorsin se prend une raclée. Mais Murata remarque que l'équipe garde le moral. Il ne lâche rien. Ruriko lui couvre les yeux et s'assoit à côté. Murata lui demande pourquoi elle ne travaille pas. Elle répond que les ventes ont chuté quand l'équipe a commencé à perdre, donc elle prend une pause. Murata lui demande une bière et lui dit que quand il est arrivé, il l'a vu sortir de la base. Natsuno l'encourage à se battre pour atteindre les 150 verres. Mais Ruriko lui demande d'arrêter de l'embêter avec ça. Puis elle se rappelle s'être fixé cet objectif et ça la motive. Elle lui sert sa bière tout en se moquant du fait qu'il lui accorde autant d'attention, puis s'éloigne en le laissant tout troublé. Mais seule, elle se réjouit de voir que quelqu'un s'inquiète pour elle. Murata se dit qu'il va retourner au travail et se remettre à jour. Il pense à la chanson que Ruriko avait chantée et se sent mieux. Ruriko rentre pour poser ses affaires, et découvre qu'elle a déjà vendu ses 150 verres. Ruriko arrive dans la salle du staff et voit plusieurs de ses collègues rire devant une vidéo. Elle leur demande le contexte, et il lui explique que la speaker, celle qui annonce la composition de l'équipe, fait toujours une blague sur un joueur, Noko Jiriyama. Quelqu'un a rassemblé plusieurs de ces moments et en a fait une compilation. Ruriko regarde la vidéo où la speaker annonce le champ gauche comme celui qui ne frapperait même pas une balle si on le payait, Noko Jiriyama. Ensuite, une autre séquence montre la speaker le présentant comme le joueur qui avait promis de ne manger qu'un gâteau par jour mais qui s'est enfilé 3 sandwichs au petit déjeuner. Cela fait plus de 5 ans qu'elle le vanne ainsi, et c'est devenu une tradition dans le stade. Tout le monde dans la cabine attend de voir quelle blague elle va sortir aujourd'hui. Pendant ce temps, dans la cabine du speaker, on voit Nagisa Sato écouter les gens, tous impatients d'entendre la blague du jour. Mais après 5 ans de blagues presque quotidiennes, elle est à court d'idées. Elle consulte son carnet où elle note toutes ses idées, mais elle a même déjà fait des blagues sur son chien, alors elle commence à paniquer. C'est alors que Ken, alias Noko Jiriyama, vient la saluer, lui souhaite bonne chance et lui dit qu'il a hâte d'entendre ce qu'elle dira sur sa vie ou sa carrière. Nagisa va aux toilettes en espérant qu'un petit pipi l'inspire, mais rien ne vient. Ruriko arrivé, voyant qu'elle est préoccupée, lui demande si tout va bien. Nagisa répond que oui, tout va bien. Ruriko se lave les mains à côté d'elle. Nagisa lui demande alors ce qu'elle ferait si elle devait dire quelque chose sans savoir quoi dire. On ne sait pas pourquoi elle pose une telle question à une inconnue dans des toilettes publiques, mais elle le fait.
Ruriko lui dit que la réponse est à l'intérieur d'elle-même. Franchement, elle n'avait aucune idée et a juste sorti ça comme dans un film. Mais cela aide quand même Nagisa, car cette petite phrase lui donne une idée. Elle attrape Ruriko et l'emmène dans la cabine du speaker. Ses collègues lui demandent où elle était et lui rappellent que c'est à elle de faire l'annonce. Sans rien demander à personne, même pas à Ruriko, elle entre dans la cabine. Les autres lui disent de ne pas faire n'importe quoi, qu'on ne peut pas faire entrer une vendeuse de bière dans la cabine, mais elle les ignore. Comme il n'y a plus de temps, il la laisse faire. Nagisa s'excuse auprès de Ruriko de l'avoir embarqué dans cette histoire, mais lui dit qu'elle pense que sa présence lui donnera de la force. En réalité, elle n'avait aucune autre idée, c'était tout ce qu'elle avait trouvé. Elle allume le micro et commence à annoncer la composition. C'est à ce moment-là que Ruriko comprend qui elle est. Finalement, arrive le moment tant attendu, l'annonce de Noko Jiriyama. Tout le monde se tait pour entendre parfaitement la blague. Mais Nagisa reste silencieuse. Elle cherche la réponse en elle-même et finit par l'annoncer comme le frappeur qui la salue toujours avant le match. Tout le monde fait une tête de quoi? Nagisa comprend qu'elle a merdé, mais tant pis, advienne que pourra. Alors elle l'annonce aussi comme celui qui a un joli sourire. Ses collègues se rendent compte qu'elle est en plein moment de sincérité absurde et essaient de l'arrêter, mais Ruriko leur bloque la porte et leur dit de la laisser s'exprimer. Nagisa continue donc, l'annonçant comme le plus délicieux de la composition. À la fin du match, les gens ne comprennent toujours pas ce qu'il s'est passé avec la blague, mais personne n'est fâché. Elle s'excuse auprès de Ruriko de l'avoir impliquée dans son effondrement, mais celle-ci lui dit que ce n'est pas grave, on ne voit pas tous les jours quelqu'un déclarer ses sentiments dans un stade rempli. Puis, Noko Jiriyama s'approche de la fenêtre et, un moment, on croit qu'il va lui demander son numéro, mais il se ravise et lui souhaite simplement bonne chance. Quelques jours plus tard, les vendeuses assistent à leur réunion mensuelle. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un a mis quelque chose dans la boîte à suggestions. Enfin, quelque chose qui n'est pas une poubelle. Beaucoup de vendeuses ne savaient même pas que ces boîtes existaient. C'est pour ça que les clients les ignorent aussi. Mais cette fois, quelqu'un a laissé 10 messages dans la boîte, tous à propos de Ruriko. Toutes ses collègues la regardent avec un air de t'es dans la merde ou qu'est-ce que t'as fait? Mais Ruriko ne se souvient pas avoir fait quelque chose de mal, ou pas assez grave pour mériter une plainte. Mais ce ne sont pas des plaintes. Le chef commence à lire les écrits, et ça dit des choses comme « La bière de Ruriko est la meilleure »,« Ruriko est une raison de plus de venir au stade »,« Ruriko est super bonne », etc. La fille est au bord des larmes de bonheur. Comme c'est anonyme, elle ne sait pas qui a écrit ça, mais ça doit être un vrai fan pour avoir pris la peine d'écrire tout ça. Les filles se demandent qui ça peut être, et Ruriko pense à analyser l'écriture pour deviner l'âge ou le sexe. Malheureusement, celui qui a récupéré les papiers les a mis dans la poche de son pantalon, qui est passé à la machine, alors les feuilles sont toutes froissées, presque illisibles. Impossible d'analyser quoi que ce soit. Ruriko est à la fois heureuse et intriguée. Elle veut savoir qui a écrit ces mots. Elle sort pour vendre, et les deux vieux lui achètent une bière. Elle les sert avec méfiance, se demandant si ce sont eux. Puis Yuki lui achète 2 bières et lui demande de s'asseoir près d'elle pendant que Kojiro frappe, parce qu'elle pense que Ruriko lui porte chance. Ruriko se demande si ce serait elle. Ensuite, elle sert le trio de mecs bizarres. Ils lui disent qu'ils la suivent sur Insta mais qu'elle ne poste rien en sous-vêtements ni en pied. Elle les fusille du regard, ce qu'ils méritent amplement. Puis elle sert les parents de Miku, qui lui disent que leur fille veut un uniforme de vendeuse de bière comme le sien. Miku dit que plus tard, elle veut être vendeuse de bière ou de Sunshiro, selon ce qui est dispo. Elle croise aussi le vieux relou qui ne lui achète jamais rien, mais ne la quitte jamais des yeux. Après un bon moment à scruter tout le monde, elle ne découvre toujours pas qui a laissé les lettres. Mais elle réalise qu'il lui reste une personne à vérifier. Pendant ce temps, dans son coin désert où même les mouches ne vont pas, Murata regarde le match. L'équipe perd lourdement, alors que ça vient à peine de commencer. Mais il ne se décourage pas, il espère que son équipe renversera la situation. D'ailleurs, l'an dernier, il perdait encore plus mal. Donc cette année, c'est un peu mieux. À ce moment-là, Ruriko apparaît et le fixe, essayant de voir si c'était lui. Murata, pris de panique, cache sa surprise et lui demande une bière. Elle l'ignore et lui demande s'il a quelque chose à lui dire. Il ne comprend pas. Elle lui demande s'il est amoureux d'elle. Il panique à fond et lui demande si elle sait un truc. Ruriko lui dit d'oublier, puis s'en va toute déçue, mais lui affirme qu'il ne pourra pas échapper à ses talents de détective. Murata se rend compte qu'il est à sec de bière. L'enquête est dans une impasse. Elle va remplir son sac quand Nakezumi arrive pour lui parler. Ruriko lui dit de ne pas la déranger, qu'elle est en pleine enquête. Mais il lui dit qu'il sait qui c'est ou plutôt, qui pourrait savoir. Il l'emmène voir Takimoto, le vigile du premier épisode. Il lui demande s'il sait quelque chose. Il leur dit qu'il était justement près de la boîte quand quelqu'un y a mis un papier. Et même si c'est censé être anonyme, il est prêt à trahir cette règle pour le bien de l'histoire. Il dit que les lettres venaient d'une vieille grincheuse avec des lunettes de soleil, qui a écrit que Ruriko lui porte bonheur, de 2 vieux messieurs qui la remercient de bien servir la bière, d'une petite fille perdue dans le premier épisode et de sa mère qui ont écrit qu'ils l'aimaient,
d'un vieux solitaire qui a écrit que Ruriko était super bonne, du trio de lourdeaux qui ont dit que leur nuit était meilleure depuis qu'ils la connaissent, et enfin d'un employé de bureau mal rasé, d'environ 30 ans avec une probable dépression chronique, qui a juste écrit que Ruriko était une raison de plus de venir au stade. Voilà les 10 lettres. Ce n'était pas une seule personne. Ruriko ne peut retenir ses larmes en découvrant que tous ses personnages secondaires la soutiennent et l'aiment autant. Nakezumi lui dit simplement d'aller se laver le visage avant de retourner bosser. Pendant la mi-temps, Murata va s'acheter un poulet frit. La fille le regarde comme une fan devant son prince charmant. Murata remarque qu'on lui sert plus de poulet que prévu. Il suppose qu'on le trouve affamé et que c'est une façon d'être charitable. Dans les escaliers, il croise Ruriko qui le cherchait depuis un moment. Elle l'accompagne à son siège et lui demande s'il veut une bière avec son poulet. Il lui dit qu'il en voulait depuis un moment. Ruriko est tout sourire et lui dit qu'elle offre un petit extra aux clients fidèles. Murata trouve qu'elle agit bizarrement aujourd'hui. Elle lui sert sa bière, et en voyant qu'elle a servi la même quantité pour le même prix, il lui demande ce qu'il en est de l'extra. Ruriko le regarde et lui dit merci, et voilà, c'était ça l'extra. Elle lui demande ensuite son âge. Il répond qu'il a environ 30 ans, et réalise que le vigile a vraiment l'œil pour deviner ça. Le match se termine, et les Motorsins gagnent. Ils ont réussi à renverser la situation grâce à Kojiro et Denny. L'Américain fait son discours de remerciement, puis le traducteur résume sa part, « Merci beaucoup. Je n'aurais pas pu le faire sans vous. » Kojiro remercie sa femme qui regarde le match depuis la maison, sans savoir qu'elle est en fait dans le stade, en train de pleurer d'émotion. Murata pense que l'équipe s'est beaucoup améliorée depuis le début de l'anime, et il se demande s'il ne pourrait pas, maintenant, devenir champion. À la fin du match, Ruriko range les lettres dans son casier. Même si elles sont un peu abîmées, elle les garde précieusement, même celles du trio relou. Murata peut enfin retourner au stade. Il avait eu une semaine chargée avec sa vie de salarié, remplissant des rapports, déjeunant dans ses tupperwares qui sentent l'œuf et buvant du café bon marché. Mais enfin, il peut se libérer de tout ça et aller au stade, où il laisse tout derrière lui. Son moment préféré est quand il traverse le couloir menant au terrain et franchit la lumière éblouissante pour voir tout le stade rempli. Cela le fait se sentir vivant, vraiment vivant. Il s'assoit et soupire, soulagé de laisser le boulot derrière lui, mais il ne s'attendait pas à ce que le boulot ne reste pas derrière. En fait, il est juste à côté de lui, sa nouvelle collègue, une jolie fille appelée Shimizu. Shimizu est assise à 2 sièges de lui et, pour couronner le tout, elle le reconnaît et le salue. Impossible de faire semblant de ne pas la voir. Apparemment, elle aussi est fan de baseball et lui propose de regarder le match ensemble. Il la prévient qu'il est très ennuyeux, espérant que cela la fera fuir, mais ça ne marche pas, car apparemment, elle non plus n'a pas peur des vieux. Il cherche une vendeuse pour acheter 2 bières et appelle une qui passe par là, c'est Ruriko. Elle est contente de le revoir, mais quelle surprise de voir qu'il n'a pas demandé une, mais 2 bières, une pour lui et une pour son accompagnatrice. Elle commence à les servir en se demandant d'où sort cette grande perche. À ce moment-là, Kojiro frappe une balle, mais l'autre équipe l'attrape et il est éliminé, ce qui déçoit Shimizu. Ruriko s'assoit à côté de Murata et décide de profiter de l'occasion pour montrer qui est la patronne ici, la vraie lionne. Elle dit à Shimizu de ne pas s'inquiéter parce que Kojiro a un WRC plus de 120 et tout un tas de trucs incompréhensibles. Elle continue d'utiliser la statistique que Murata lui avait apprise au premier épisode pour impressionner. Mais elle ne s'attendait pas à ce que la fille en face soit une vraie érudite du sujet, qui sort des statistiques encore plus pointues que ni Ruriko ni nous ne comprenons. Mais comme elle le dit avec une telle conviction, on ne doute pas d'elle. Ruriko finit donc humiliée pour avoir voulu jouer à la connaisseuse. Elle sort alors son arme secrète et demande à Shimizu si elle a Instagram. Shimizu répond que non. Ruriko saisit l'occasion pour se vanter, « Dommage, moi j'ai plein de followers ». Shimizu lui répond qu'elle s'en fiche complètement et que ça ne l'intéresse pas. Ruriko se retrouve donc doublement humiliée, surtout qu'elle-même ne maîtrise pas vraiment Instagram et voulait juste se sentir supérieure. À la boutique, Natsuno vend ses petits plats quand son prince charmant, Murata, apparaît. En le voyant, elle se recoiffe pour faire bonne impression. Comme elle connaît déjà ses habitudes, elle lui demande s'il va encore acheter un énorme déjeuner comme toujours. Mais cette fois, il en prend 2, un pour lui et un pour son accompagnatrice. Natsuno les serre le cœur brisé en voyant qu'il est avec une autre fille qui, contrairement à elle, peut montrer ses jambes. Pauvre fille. De retour au stade, Shimizu propose à Murata d'acheter une bière pour accompagner le repas. Murata fait de nouveaux signes à la vendeuse blonde. Elle sert les bières, mais celle de Murata est pleine de mousse renversée. Natsuno court à travers le stade, car en ramassant les morceaux de son cœur brisé, elle a oublié de rendre la monnaie. En arrivant, elle voit comment Ruriko a renversé la bière, et à partir de ce moment, son respect pour Ruriko augmente, elle a donné une petite leçon à ce coureur de jupons. On passe à une autre histoire, à la boutique, les articles les plus populaires sont les déjeuners inspirés des joueurs. Il y en a 3, un de Shishio, un de Kojiro et un de Mitsui, le lanceur. Celui qui se vend le plus est celui de Shishio, probablement parce qu'il est le plus beau des 3. Kojiro et Mitsui font jeu égal,
Donc la femme de Kojiro achète un déjeuner de Kojiro pour prendre l'avantage. Mais une autre cliente achète 2 déjeuners de Mitsui. Yuki est surprise de voir qu'un joueur aussi moche que Mitsui est une fan aussi jeune et jolie. Et maintenant, c'est Kojiro qui a moins de ventes. La blonde retourne à son siège, un peu déprimée. On découvre que c'est la petite amie de Mitsui. Comme elle a vu que la femme en face avait pris un déjeuner de Kojiro, elle a acheté 2 déjeuners pour que son copain ne perde pas. Ça, c'est de l'amour. Elle s'assoit et appelle une vendeuse pour acheter de la bière. Ruriko remarque qu'elle a pris 2 déjeuners de Mitsui et lui dit qu'elle est surprise de voir des filles aussi jeunes fans de joueurs aussi moches, mais elle est contente qu'elles soutiennent le talent et pas seulement la beauté. Plus tard, la blonde découvre que la femme d'en face avait en réalité 3 déjeuners de Kojiro. Elles se mettent à manger comme si la nourriture allait s'enfuir, puis courent à la boutique pour acheter le reste des déjeuners de leurs petits amis respectifs. Elles repartent fières, sachant que le problème est maintenant pour la copine de Shishio, restée derrière en vente. Mais 2 fans arrivent à la boutique et découvrent qu'il n'y a plus de déjeuner de Kojiro ou de Mitsui. Les femmes décident finalement de rendre quelques déjeuners pour que les vrais fans puissent en acheter. Pendant ce temps, sur le terrain, Kojiro marque un point et célèbre avec Mitsui, car aucune vente de déjeuner n'a plus de valeur que leur amitié. Les 2 femmes finissent de dévorer le reste, en se rendant compte que leur copain ne mangerait jamais ces cochonneries. Ces produits sont juste du marketing, les joueurs ne font que poser pour la photo. Encore une histoire, le match entre les Sticks et les Shiba Motor Sons. Il pleut des cordes, et cette fois, les Motor Sons gagnent. Tout le monde est sous des imperméables en plastique. Ruriko vend des bières comme si de rien n'était. Elle voit 2 vieux habitués et leur propose une bière. L'un lui demande si elle ne va pas se mouiller. Elle répond que les bières sont bien emballées, mais il parlait d'elle. Elle dit que ce n'est pas grave, son maquillage a déjà coulé depuis longtemps. Par son sacrifice, ils achètent 2 bières et lui conseillent de rentrer. Murata, trempé, regrette l'argent dépensé pour ses sièges, mais il est content de voir son équipe gagner. Ruriko passe et lui demande pourquoi il sourit. Il lui explique qu'il voulait se faire plaisir. Elle le regarde longtemps, craignant qu'il remarque ses imperfections sans maquillage, mais aucun homme ne fait attention à ça. Elle lui dit qu'il doit payer pour cette nouvelle facette et le force à lui acheter une bière. On peut critiquer ses méthodes, mais pas ses résultats, elle sait vendre. Sur le banc, Shishio, le joueur qu'on ne connaissait pas, veut motiver ses coéquipiers, mais il gagne déjà. Il mentionne que c'est l'anniversaire de la petite amie de Mitsui, ce que Mitsui prend mal, pensant qu'il se moque. Murata entend l'équipe bien motivée et espère que rien ne viendra casser leur élan. Mais la pluie force les arbitres à suspendre le match. Dans le public, une ado furieuse, Megumi, peste contre son père Koki qui l'a traîné à ce match ennuyeux. Elle voulait rester à la maison pour détester tout le monde tranquillement, et maintenant, elle doit les détester en direct, en plus de détester la pluie. Ruriko l'entend et approuve. Elle explique que la pluie l'empêche de vendre. Megumi lui demande qui elle est. Une simple vendeuse de bière trempée, répond Ruriko. Elle voit qu'on déploie des bâches et Koki explique que c'est pour protéger le terrain. Le meilleur personnage apparaît alors, Sunshiro, qui salue le public et essaie de se couvrir avec un minuscule parapluie. La foule chante pour animer le stade. Ruriko se demande si la pluie n'abîmera pas les instruments. Megumi c'est la réponse mais, fidèle à sa face je déteste tout, se tait. Koki dit qu'il aime la pluie, car elle montre l'effort de tous dans le stade. Ruriko réalise qu'elle aussi, sans maquillage, montre une autre face du même stade, et qu'il faut être plus compréhensif avec la pluie. Megumi la remercie, émue. Ruriko lui dit que si elle veut vraiment la remercier, son père n'a qu'à lui acheter une bière. Tout le monde attend que la pluie cesse. Finalement, les dieux de la pluie exaucent leurs vœux, le match reprend, les Motor Sons gagnent, Mitsui peut dédier la victoire à sa chérie, et tout le monde est heureux. Aujourd'hui, nous allons rencontrer une nouvelle vendeuse. Elle s'appelle Sarae, malgré qu'elle travaille comme vendeuse de bière depuis 1 an, elle reste très jolie et s'enthousiasme toujours à l'idée de mettre l'uniforme. Mais alors, elle reçoit un message qui lui enlève un peu de l'illusion de sortir vendre de la bière. Apparemment, elle va avoir des visites. Elle sort au stade pour vendre ses petites bières, même si elle est encore au lycée. Il semble que ne pas avoir l'âge légal pour consommer ne veut pas dire qu'on ne peut pas vendre. Elle commence à vendre quand elle remarque que sa collègue est appelée par son prénom et que les clients discutent même avec elle. Notre petite Sarah, elle, n'a pas beaucoup de clients habituels qui l'appellent par son nom, et comme on l'a vu dans les épisodes précédents, c'est très important pour elle. Soudain, quelqu'un l'appelle par son prénom. C'est l'un de ses rares clients réguliers. Mais au lieu de lui faire plaisir, ça la gêne. Il s'agit de ses parents. Elle leur demande d'arrêter de venir, mais ce sont ses parents. Ils lui disent qu'elle est très belle dans cet uniforme. Il lui achète une petite bière et son père lui prend des photos avec son appareil comme si elle participait à un spectacle de l'école. C'est vraiment étrange. Comme de bons parents, ils croient que leur fille est la meilleure vendeuse. Mais Sarah leur dit de ne pas exagérer. Bien sûr que non, il y a Koinata qui a une mère de clients habituels, ou encore une autre vendeuse qui va à l'université et qui sort des techniques de vente incroyables. Elle est aussi très gentille. Ses parents sont contents de savoir qu'elle a de bonnes collègues. Sarah leur dit qu'elle doit retourner au travail,
mais son père lui demande d'abord de saluer tout le monde. Et là, elle découvre qu'ils ont ramené toute la famille, 4 oncles, les grands-parents, l'arrière-grand-mère, et même le voisin. Alors que le match vient de se terminer, les filles vont se changer au vestiaire et Ruriko se plaint de la chaleur écrasante. Soudain, elles entendent un bruit. Elles vont voir ce qui se passe et trouvent Sarah sous un tas d'ordures. Elle voulait descendre le panier de linge sale et tout lui est tombé dessus. Heureusement, elle va bien, mais il faut faire quelque chose de toutes ces poches dont on ne sait même pas ce qu'elles contiennent. Elles ne peuvent plus repousser ça, alors elles décident qu'il est temps de nettoyer. Peu importe qu'elles soient déjà sorties pour travailler, par amour pour l'entreprise elles resteront pour faire le ménage. Tout le monde se met au travail, à fouiller les casiers et trier ce qui sert encore et ce qui part à la poubelle. Sarah commence à trier de vieux cahiers et tombe sur le tout premier qu'elle avait utilisé à son arrivée. Il ne lui sert plus, mais elle n'a pas envie de le jeter. Ruriko lui dit que si elle ne se dépêche pas, elles vont y passer la journée. Sarah répond qu'elle va aussi vite qu'elle peut. Ruriko trouve attendrant de cette façon qu'à la petite de jouer à faire le ménage. Sarah dit que c'est amusant, comme dans son club au lycée. On dirait que les Japonais aiment sincèrement faire le ménage. Ruriko est encore plus attendrie en la voyant reproduire ce qu'elle fait à l'école, et lui fait des petites caresses comme si elle était une enfant. Sarah lui rappelle qu'elle n'a que 3 ans de plus qu'elle. Kohinata voit les filles discuter et comprend que Ruriko apprécie vraiment ces moments. Soudain, elles entendent un cri, Aona a trouvé quelque chose dans son casier. Elle dit que tout va bien et sort discrètement du vestiaire pour regarder. C'est le journal qu'elle avait fait avec Omatsu avant de sortir avec lui. Ruriko sort voir si sa camarade va bien et aperçoit ce qu'elle cache. Elle fait ce que tout le monde ferait, elle appelle les autres pour qu'elles viennent entendre le potin. Aona leur dit de ne pas se mêler de ce qui ne les regarde pas, mais Ruriko insiste pour qu'elle lâche au moins quelques miettes. Les filles commencent à lui mettre la pression, et Nakezumi leur dit d'arrêter de jouer et de travailler. Puis Omatsu arrive avec ses sourcils pour demander à Nakezumi quoi faire avec les magazines trouvés. Il les regarde et tombe sur un véritable trésor, un vieux magazine de baseball de plusieurs décennies avec en couverture 2 gars surnommés le duo Tété. Les filles lui disent d'arrêter de perdre du temps et de se remettre au boulot. Nakezumi leur montre la couverture et leur demande si elles savent qui est le gars à la tête renfrognée. Elles voient que son nom de famille est Akino et comprennent qu'il s'agit de Kojiro jeune. Nakezumi explique que l'autre gars a pris sa retraite il y a 6 ans. Les deux avaient joué ensemble à l'école, puis Kojiro avait rejoint une autre équipe et son ami était allé au Motor Sons avant d'arrêter à cause des blessures. Ils n'avaient jamais rejoué ensemble dans la même équipe. Bref, histoire sympa, mais il faut retourner travailler. Pendant ce temps, Ruriko tombe sur un examen de Sarah où elle a juste eu la moyenne. Elle fait ce que tout le monde ferait, elle va la taquiner et se moquer qu'elle cache ses copies à ses parents. Sarah lui dit qu'elle se comporte comme une gamine. Ça pique l'orgueil de Ruriko, qui la laisse tranquille. Puis Aona montre qu'elle a trouvé l'ancien uniforme des vendeuses de bière. Un superviseur raconte qu'à l'époque, il y avait aussi des vendeurs hommes, mais ils ne vendaient rien. Les seuls qui savent vraiment comment c'était à l'époque, ce sont Nakezumi et Kohinata. En fouillant les poches, elle trouve une photo de 2 vendeuses de ces années-là. L'une d'elles leur semble familière. Nakezumi dit qu'elles la connaissent très bien. C'est Kohinata elle-même, il y a 10 ans, à seulement 19 ans. Les filles la pressent pour qu'elle réessaie cet ancien uniforme afin de prendre des photos. Après ça, elles n'ont plus vraiment nettoyé, car tout les distrait. Dans une autre scène, on assiste à un match très spécial, le All-Star Game. Les joueurs les plus célèbres des 12 clubs sont répartis en 2 équipes et jouent pendant 2 jours. Chaque année, le stade change, et cette fois c'est chez les Motor Sons. Pour la première fois, le stade est plein à craquer. Ruriko vend des bières dans les gradins, mais avec toute cette nouvelle foule, elle ne se sent pas très à l'aise. Les fans de l'équipe des Sticks la voient et lui disent que leur stade à eux a de meilleures vendeuses, plus jolies, avec de meilleures bières. Ils ajoutent qu'il y a 3 joueurs des Sticks sur le terrain, donc ils se sentent supérieurs. Ruriko se fâche intérieurement, mais elle garde son calme. Sur le terrain, un joueur des Sticks enchaîne les home runs, 13 d'affilée, ce qui rend ses fans encore plus insupportables. Mais c'est le tour de Denny de frapper. Shishio lui dit de tout donner, et Denny répond OK. Denny commence à frapper comme un fou et sort 10 balles du stade. Il se rapproche de la performance du joueur des Sticks. Au début, il ne comptait pas prendre ça au sérieux, mais il ne va pas laisser ces idiots se moquer de son équipe. Il arrive à 12 balles. Encore une et il égalera l'autre. Au moment de frapper, Denny croise le regard de Ruriko dans le public, sa déesse, son amour, qui l'encourage à remettre ces imbéciles à leur place. Mais en la regardant, il oublie comment frapper et se fait éliminer. Denny crie, désespéré. Quelle malchance! On a perdu. Bon, tant pis, tout le monde reste ami. C'est ensuite au tour des mascottes d'entrer en scène. On leur rappelle de suivre le script, et là, apparaît le meilleur personnage de toute cette histoire, l'inégalable Sunshiro. Avec lui, un petit renne, mascotte des Sticks, appelé Kaiser. Il lui demande s'il est prêt pour le spectacle. Ils entrent sur le terrain et font leur show. Sunshiro glisse et trébuche sur Kaiser, ils tombent tous les deux. Le renne arrogant se jette sur lui et commence à le frapper. Mais heureusement, Sunshiro n'est pas du genre à se laisser faire.
Il lui met un coup de tête et la bagarre commence. Malheureusement, Kaiser l'étrangle et Sunshiro tombe au sol, vaincu. Les fans des Styx se moquent bruyamment. Ces gens sont insupportables, ils n'ont jamais rien accompli de leur vie et vivent à travers les victoires de leur équipe. Mais là, dans la foule, une voix s'élève, c'est Ruriko qui crie à Sunshiro de se relever. Elle lui rappelle qu'elle l'aime, qu'il ne doit pas laisser ce Bambi rater ni ses supporters rabaisser leur équipe et leur stade. Ces mots réveillent en lui la force du protagoniste qui dormait en lui. Sunshiro se relève. Kaiser lui dit d'attendre la civière, mais Sunshiro ne suit aucun script. Il est le script. Il enchaîne une série d'attaques impitoyables, puis termine avec un énorme suplex qui met Kaiser KO. Tout le monde acclame Sunshiro. Tout le monde, sauf le personnel, qui le gronde pour ne pas avoir respecté le programme. Tadahiro, l'entraîneur des Motors, donne des interviews partout parce que cette fois-ci ça semble être la bonne. Son équipe commence enfin à montrer de quoi elle est capable, ou du moins, elle ne donne plus autant la honte qu'avant. Il leur manque seulement 5 victoires pour rattraper les prétentieux des Styx et il reste encore pas mal de matchs à jouer, donc oui, il y a une chance de les atteindre. Les journalistes lui demandent aussi pour Kawamatsu qui a joué beaucoup plus cette saison. Ils veulent savoir pourquoi il l'a mis comme titulaire. Tadahiro, avec toute la confiance du monde, leur dit de simplement le regarder jouer. Quand un batteur frappe une balle qui rebondit au sol, Kawamatsu essaie toujours de couvrir le lancer. C'est rare que ça serve à quelque chose, en fait ça marche peut-être une fois sur 100, mais justement c'est ce qu'il aime, il fait des choses inutiles 99% du temps. Ah oui, quelle profondeur, on dirait qu'il a répété cette phrase devant le miroir 20 fois. Pendant ce temps, notre belle Ruriko lit cette interview sur le chemin du travail, et pour une raison étrange, cette petite phrase l'inspire. À son arrivée, il faut faire l'échauffement habituel avant d'ouvrir la boutique. En général, tout trouve ça une perte de temps monumentale, mais cette fois, Ruriko est en mode essayons quelque chose de différent. Ruriko est pleine de bonne volonté pour faire quelque chose d'inutile et voir si, avec un peu de chance, ça lui sert. Elle commence à vendre, et déjà 3 gars lui commandent quelque chose. Elle s'applique, fait la vente, et les remercie. Est-ce que son rituel a marché? Mystère, mais au moins, ça fait 1 sur 100. Ensuite, un type l'appelle pour une bière, elle s'approche, s'excuse de l'attente et la sert. Puis elle réalise qu'elle a déjà cramé toutes les phrases qu'elle avait répétées pendant son entraînement. Alors oui, elle en profite bien. Sur le chemin, elle manque de rentrer dans un monsieur, s'excuse encore, et brûle sa 3e phrase bidon. Il ne lui reste plus que la plus difficile et improbable, le fameux Avanis Day. Et là, coup de chance, 2 Américains l'appellent. Elle s'approche, leur propose des bières avec son meilleur anglais, mais évidemment, ces 2 parlent parfaitement japonais. Pas de bol, elle ne peut pas sortir sa dernière phrase. 2 Japonais bourrés l'appellent ensuite, puis demandent un mojito et un whisky soda. Elle leur dit qu'elle ne vend que de la bière. L'un demande du saké, et son pote lui répond gentiment qu'il n'y a que de la bière. Il demande si quelqu'un vend du saké à bu, et elle répond que non. Finalement, les 2 imbéciles comprennent qu'ils ne peuvent acheter que de la bière, alors ils commandent. Au final, Ruriko repart toute contente parce qu'elle a réussi à utiliser ces petites phrases bidons. Mais soyons honnêtes, elles ne lui ont servi à rien, elle aurait vendu pareil sans elles. Pourtant, elle y voit un signe du destin et décide de suivre les enseignements de son coach. À côté du stade se trouve la maison du club, avec une cafétéria pour les joueurs, buffet compris. Tant pis pour leur régime, ils mangent ce qu'ils veulent. Un joueur arrive en retard pour déjeuner. Il s'appelle Wataru, a 25 ans, lance de la main droite et bat de la gauche. En entrant, il croise Shishio, son coéquipier qu'il déteste. Ce dernier lui dit qu'il est en retard à l'entraînement et de se dépêcher de manger. Avant de partir, il lui recommande le poulet frit, et Wataru acquiesce, mais en vrai, il ne peut pas le supporter. Ils ont le même âge, mais la moyenne de frappe de Shishio est de 32% alors que la sienne est de 19%. Bref, c'est déjà une bonne raison pour le détester. En plus, Shishio a été choisi avant lui pour intégrer l'équipe, alors que Wataru ne joue que pour remplacer des vétérans dans des matchs sans importance. Il veut se servir du poulet frit, mais le salaud de Shishio en a pris la dernière portion. Alors il se résigne avec un peu de riz et un rouleau de viande. Assis, il se dit que tout est de sa faute et qu'il sera viré tôt ou tard. Autant profiter du buffet pendant qu'il peut. C'est là que Marie arrive et lui prépare du poulet rien que pour lui. Elle lui dit aussi qu'elle le soutient. Wataru la remercie, mais se demande si elle ne lui fait pas du rentre-dedans. Mais Marie ajoute qu'il lui rappelle son chien mort. Elle le caresse et lui dit que c'est un bon garçon, presque à lui demander la patte. Puis elle explique qu'au stade, la cafétéria du personnel sert le même riz que celle des joueurs, tout est préparé ensemble. Comme personne ne comprend où elle veut en venir, Marie précise que ça veut dire que tout le monde au stade est uni par la même nourriture. Wataru goûte le poulet et fond en larmes, comme le critique de Ratatouille. Après ça, il rejoint le match et fait une super action avec Shishio. Leurs coéquipiers les félicitent, notamment Brian. Wataru décide de mettre sa rancune de côté, puis invite Shishio à manger avec lui et Shishio accepte. Wataru est content et sort la phrase de Marie, « Nous mangeons tous le même riz ».
Mais Shishio lui répond qu'il ne mange pas de riz, il préfère le pain. On retrouve notre douce Ruriko lors d'une séance photo. Le photographe lui donne des instructions, mais elle est hyper nerveuse. Plus tard, pendant un match au stade, Murata lit un magazine dans les gradins. Ruriko apparaît et lui demande ce qu'il lit. Murata répond que c'est un weekly baseball, il adore ça. Ruriko lui demande s'il est arrivé à la bonne partie. Murata dit que oui, l'article sur les nettoyeurs était incroyable, et Denis avait la classe en photo. Ruriko lui dit que non, la vraie partie coulait à la page 146. Murata tourne et découvre un reportage sur la nourriture du stade. Et c'est Ruriko qui est en couverture du sujet. Elle lui explique que le photographe n'arrêtait pas de dire qu'elle s'en sortait bien, et elle espère que ça lui ramènera plein de fans. Murata approuve, même si seulement une dizaine de personnes lisent Weekly Baseball. Mais il remarque que l'éditeur a écrit que Ruriko était morte de trac. Murata lui dit que ça la rend encore plus star, mais Ruriko insiste, elle reste humble et doit tout à ses fans. C'est pour ça qu'elle leur fait une promo incroyable, une bière à seulement 700 yens, soit le prix normal. Elle s'éclipse, disant qu'elle doit voir ses autres fans, et qu'elle ne sait pas quand ils se reverront. Mais 10 minutes après, elle revient. Murata ne trouve pas ça bizarre, le match est nul, il n'y a presque personne. Ruriko remarque que Murata tient un carnet de stats de baseball. Elle lui demande s'il a joué au lycée. Murata dit que non, il a toujours aimé ça mais était nul en sport. Il était au club d'art, mais n'y allait jamais. Il ne sait ni jouer, ni dessiner. Justement, être si mauvais l'a poussé à admirer encore plus les sportifs, pour lui ce sont des super-héros. Murata lui demande alors, si elle faisait partie d'un club. Ruriko dit que non, elle sortait chanter au karaoké ou prendre des photos avec ses copines. Elle trouve que ce travail ressemble à son premier club, elle porte le même uniforme que ses collègues, elles font toutes la même chose, et c'est comme devenir une autre personne. Murata la comprend. Alors, elle plaisante en disant qu'elle perd sa transformation magique devant lui, et commence à faire une sorte de pose de transformation, super gênante. Mais pas grave, c'est juste devant le mec qu'elle aime. Elle lui propose même de la prendre en photo, mais Murata préfère pas. Ses collègues la regardent et pensent qu'elle en fait trop. Murata décide de passer le malaise en grignotant du poulet et achète auprès d'une autre vendeuse, qui est secrètement amoureuse de lui. Il repense à ce que Ruriko disait, et se dit qu'elle a peut-être raison, chacun au stade est le protagoniste de sa propre histoire, même cette vendeuse de poulet sans charisme. Celle-ci remarque qu'il la fixe et lui demande s'il a lu le Weekly Baseball de la semaine. Murata dit que oui. Elle panique, croyant qu'il a vu l'article où elle apparaît, et se réjouit qu'il l'ait trouvée jolie. Mais elle se rend compte qu'ils ont mal écrit son nom, le changeant en Kawada. Maintenant, son crush va croire qu'elle s'appelle ainsi. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que Murata n'a fait attention qu'à l'article des batteurs.